Écoutez, mes chers amis, c'est la troisième séance. Là, autant la dernière fois, j'ai beaucoup parlé de théorie. Là, j'ai une grande théorie et on va essayer de prendre des cas pratiques qu'on va élaborer ensemble. C'est-à-dire que je tiens à ce que cette fois-ci, il y a un échange. On a démarré 15 secondes d'avance. N'en faites pas. Merci. Là, je sais pas. Quelle heure vous avez exactement? Attendez, je prends un téléphone. 59. Ah, 59, on attend. C'est l'heure de l'iPhone. Ah, mais on peut faire confiance à l'iPhone. Tu vois? Et l'iPhone est 18h. 18h. Alors on y va. Je veux vraiment que ce soit beaucoup plus interactif que les deux premières fois. Pour vous expliquer pourquoi c'est important, c'est que ces questions de bioéthique et de recherche n'ont pas de réponse. C'est un drame, un vrai drame, que d'attendre des réponses de sachants. C'est une question. Et je vais essayer de vous montrer comment dans le judaïsme, on se méfie des sachants. Par exemple, comment, est-ce que vous savez, quelqu'un sait, comment en hébreu on appelle un sachant? Bravo. Mais c'est pas ça. Non, bravo, il a raison, mais c'est pas comme ça. Et je vais vous dire pourquoi. Chacham, c'est comme le même mot en arabe, d'ailleurs, hakim, ça veut dire le sage. Mais c'est pas comme ça qu'on appelle le sage en hébreu. On dit un talmid chacham. Oui, mais c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est talmid? C'est élève. En fait, on dit qu'un sachant, c'est un élève sachant. Parce que s'il est sachant, qu'est-ce qu'il peut apprendre d'autre? Rien. Voilà. Donc en fait, quand il est élève sachant, il est toujours en train d'apprendre. Comment il apprend? Par comparaison avec ce qui se passe et par capacité à transformer ce qu'il apprend. Dans le traité Sota du Talmud, peu importe, il y a un traité du Talmud qui raconte une histoire incroyable. Un rabbin très connu qui s'appelle Rabbi Meir a étudié avec un grand rabbin éminent qui s'appelle Rabbi Akiba, et il l'a quitté, il est allé étudier avec un Rabbi Ishmael. Donc une fois que je vous ai dit ça, on s'en fout et de l'un et de l'autre et de l'autre. Pourquoi il a quitté? Le Talmud demande pourquoi il a quitté son maître. Il était bien avec son maître. Éminent. Rabbi Akiba, c'est comme au top 50, c'est Zlatan Ibrahimovic du Talmud. Vous voyez, c'est à peu près ça. Pour ceux qui voient ce que c'est le football. Le Talmud dit, il l'a quitté parce qu'il n'arrivait pas à s'appuyer sur ses vérités. Ça veut dire quoi? Rashi, le célèbre commentateur champenois du Talmud, explique qu'est-ce que ça veut dire, il n'arrivait pas à s'appuyer sur ses vérités. Ça veut dire, il dit, qu'il prenait un Coca-Cola et il leur disait, vous voyez ça, c'est cachère, et il leur prouvait qu'il n'était pas cachère. Et puis après, il prenait un autre objet impur et il leur prouvait qu'il était pur. Et ça a déstabilisé cet élève. Ça l'a déstabilisé. Parce que beaucoup veulent un enseignement où on leur dit ce qui est permis, ce qui est interdit. Mais la vie, c'est pas comme ça. La vie n'est pas comme ça. Et le drame des comités d'éthique, quels qu'ils soient, où qu'ils se trouvent, c'est de confondre la réflexion sur l'éthique et sur la déontologie. La déontologie, c'est une façon de se comporter. L'éthique, c'est une façon d'adapter des principes à une situation. Aucun problème. Alors, une fois qu'on a compris ça, on va rentrer dans les grandes questions qui traversent la bioéthique et la recherche. Donc, première chose, une vérité un jour peut être démentie le lendemain, ou quelque chose interdit un jour peut être permis le lendemain. Pourquoi? Parce que tout ce qui est bioéthique et recherche, ça touche l'humain. Et c'est un grand principe, premier, que je vous pose là, qui est que tout ce qui est possible n'est pas faisable. Nous, on pense que si on a ouvert une voie, quelque chose, si c'est possible, c'est faisable. Et non. Il faut accepter dans ce domaine que ce qui est faisable, qui est possible techniquement, on ne peut pas accepter de le faire. Par exemple, il y a des chercheurs qui ont inventé un truc qui est de greffer un gène d'araignée sur une brebis.
quel intérêt? Eh bien, c'est que la laine était plus soyeuse. Bon, pour vous, ni vous ni moi, ne fabriquons des pulls, donc on s'en fout complètement. Enfin, je pense. Donc, il y a Monsieur Benetton ou Madame Manoukian ici, je veux bien, mais si on fait ça, et en particulier, c'est la grande question des chimères. Chimère, c'est un mélange, en gros, de deux espèces. Il n'y a plus de limite. Donc, techniquement, on peut faire des choses, mais on doit accepter de se limiter. Pas parce qu'on empêche la recherche, ce que d'aucuns voudraient poser comme principe, mais parce qu'on comprend qu'il y a des conséquences à ce qu'on fait. On voit par exemple qu'en Angleterre, les règles sont bien moins drastiques pour encadrer la recherche qu'en France. Et pourtant, que je sache, il n'y a pas plus de Nobel en quelques domaines que ce soit en Angleterre, et ils n'ont pas fait des découvertes révolutionnaires qui nous renverraient à l'archéologie médicale en France. Donc, c'est pas parce qu'on permet plus de choses qu'on fait moins de choses. Pourquoi? Je vais vous dire. Parce que c'est là qu'arrive ma grande théorie, celle dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une théorie que j'ai élaborée et qui fonctionne à peu près partout, et notamment dans le monde que je fréquentais par le passé, que le monde militaire. L'efficacité appelle la rapidité. C'est efficace, c'est rapide. On est rodé, ça marche bien. On fait les choses. On fait en tout domaine. Quand quelqu'un lève le doigt et dit « Attends, est-ce qu'on peut faire ça ou pas ?» Il faut se poser la question. Il ralentit le système. Donc c'est un empêcheur d'avancer en rond, si j'ose dire. C'est quelqu'un qui empêche l'efficacité. Donc toute préoccupation éthique, toute, ralentit le système et le rend moins efficace. Mais cette préoccupation éthique instille dans le système de la confiance. Et à moyen et surtout à long terme, la confiance induit plus d'efficacité. Exemple. Prenez un service médical et un autre. Même pratique, même taux de réussite. Il y en a un qui dit on va faire des expérimentations avec des risques majeurs. Si chaque fois on laisse faire sans questionner, sans douter, à un moment, les gens auront plus confiance dans ce que proposera ce service médical et choisiront un autre qui est peut-être réputé moins efficace au départ, mais qui, par la confiance qu'il a mis dans le dialogue avec les patients, dans l'explication selon la loi de 2002 qui impose d'expliquer les décisions aux patients, leur fait prendre conscience que finalement c'est plus efficace parce que on se sent mieux, on est mieux traité, on comprend mieux. Donc l'efficacité, à court terme, ça vaut rien. C'est l'efficacité plus la confiance qui produit de l'hyper-efficacité, si j'ose dire. Or, dès que vous avez une préoccupation éthique, et notamment dans le domaine de la recherche et de la bioéthique, à ce moment-là, vous arrivez à un système qui donne confiance et qui n'inquiète pas. Pourquoi dans la bioéthique en particulier? Parce que on pourra faire des choses, déjà on peut faire des choses tellement extraordinaires, mais on pourra faire des choses tellement extraordinaires, impensables, qu'on risque, non pas de changer l'humanité, ça je vous rassure, si on pouvait changer l'humanité, ce serait une autre forme d'humanité, point barre, il n'y a pas de mal, et on a déjà fait des choses incroyables. Mais on perdrait l'humanité de principe qui veut que une vie a quelque chose de sacré et que la remplacer par autre chose serait une forme de négation de la limite de notre humanité. Je m'explique. Un des grands risques, c'est le titre d'un des bouquins que j'ai écrit, qui s'appelle « L'homme augmenté ». L'un des grands risques, c'est qu'on cherche à augmenter les possibilités d'un homme. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Le téléphone qu'on avait tout à l'heure, que ce soit un iPhone, un Samsung, un ce que vous voulez, il nous donne la possibilité incroyable de parler à quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Nos voitures, nos avions, tout ce qu'on a comme moyen de déplacement nous donne la possibilité d'aller n'importe où comme on veut dans le monde. On a parlé de village planétaire, c'est-à-dire que le monde s'est rétréci. Puisque plus on peut aller vite quelque part, plus le rayon du monde se rétrécit. Nous, dans le judaïsme, nous avons un jour par semaine, qui s'appelle le Shabbat, le samedi,
où on ne peut parler avec quelqu'un que par notre voix. On ne peut pas utiliser de téléphone, de Skype, de ce que vous voulez. Un jour par semaine, on n'utilise pas de moyens de locomotion. Donc on ne peut marcher que là où nos pieds nous mènent. Un jour par semaine, où on n'est pas connecté au monde entier, puisqu'on n'utilise ni iPhone, iPad, téléphone, iMac, tout ce qui commence par i, on n'a pas d'ordinateur. Et ça nous permet d'une certaine manière de retrouver une humanité première, naturelle. C'est pas une façon de dire c'est idéal et il faut bannir tout ce qui est moderne, tout ce qui ouvre des possibilités, c'est sûrement pas ça. Mais c'est le fait de ne jamais perdre de vue que l'essence humaine, elle est là. Elle n'est pas dans cette augmentation permanente. Si je vous parle de ça, c'est que dans le monde militaire, par exemple, on a travaillé sur des produits qui pouvaient permettre à des gens de rester 3 jours et 3 nuits sans dormir. On a travaillé sur ce qu'on appelle, on travaille là, en ce moment sur ce qu'on appelle des exosquelettes. C'est-à-dire un uniforme qui est en fait beaucoup plus qu'un uniforme et qui renvoie aux films et aux dessins animés que vos enfants et petits-enfants peuvent voir. C'est-à-dire une sorte d'homme pilotant une sorte de robot qui est une projection de lui, avec des bras plus forts. Enfin bref, pour ceux qui ont mon âge, on avait l'homme qui valait 3 milliards, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce feuilleton formidable, avec, comment il s'appelait, Steve Austin, qui est tapé dans un accident de navette spatiale qui décolle, et puis on le refait complètement. Alors évidemment, si je vous dis, tiens, madame, vous êtes devant, vous n'avez pas de chance, madame aussi, voilà, vous avez des lunettes comme moi, si on pouvait récupérer une vision de 17 sur 10, qu'est-ce que vous me direz? Franchement, il ne faut jamais viser petit. Écoutez-moi. Et si je vous dis 17 sur 10, c'est pas au hasard, c'est que c'était la vision de René Fonck, qui est l'as des as de la Première Guerre mondiale, qui était un peu moins as sur la deuxième, c'est une autre question. Et René Fonck avait 17 sur 10 de vision, ce qui lui permettait de s'embusquer littéralement derrière le soleil, c'est-à-dire dans le disque solaire, de voir de très loin les avions. Et il a 75 victoires homologuées et 128 probables. Grâce à sa vision, il les voyait de très loin, il est arrivé derrière, avec le soleil dans le dos, il est invisible, et poum, je crois qu'il a tapé 3 fois 6 victoires homologuées en une journée. Ça fait déjà 18. Après le reste, il a continué. Donc, bien sûr, si j'étais quelqu'un, ce qu'on peut vous redonner, ou quelqu'un qui n'arrive plus à marcher, on le fait marcher, c'est formidable. Mais c'est pas ça dont on parle. C'est démultiplier une force qui fait, d'une certaine manière, sortir l'humain de ce qu'on appellerait dans l'aviation son domaine de vol. C'est-à-dire ce qui est la norme. Alors, bien sûr, là j'ai pris l'exemple des yeux, n'importe qui aimerait bien voir. Et d'ailleurs, on le fait. Il y a des opérations qui rétablissent la vision, notamment pour les myopes. Donc il y a des choses. Les opérations laser marchent très bien. Et puis pourquoi s'en priver? C'est pas ça dont je parle. C'est créer une autre forme d'humanité. Si, je sais pas moi, on peut pas. Alors, l'autre côté, c'est quoi le risque? J'ai posé cet argument. L'éthique nous fait réfléchir, instille de la confiance, et la confiance met plus d'efficacité. Donc vous me direz, c'est pas compliqué. Pour être le plus régulier possible, on touche à rien. On laisse faire la nature. Ce que certains hyper écologistes, dangereux, veulent, en estimant que l'homme étant le plus grand prédateur de la nature, il faut éliminer l'homme pour retrouver l'esprit naturel. Donc en fait, moi je vous parle d'un homme naturel, pas augmenté. Enfin, eux ils parlent d'une nature qui est la base de l'écosystème et qui est plus que l'écosystème de l'homme, qui est la base de l'humanité, de la Terre. Donc puisque nous sommes, nous, les prédateurs de la nature, il faudrait éliminer le prédateur que nous sommes, ou en tout cas diminuer foncièrement le prédateur que nous sommes, pour laisser la place à l'homme. Autrement dit, dès qu'on produit quelque chose, on touche à la nature. Dès qu'on a des usines, ou qu'on a des raffineries, on pollue. Donc, il faudrait arrêter tout développement, et on n'est pas simplement dans une régression, mais on serait dans une négation de l'humanité. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, dans la Genèse, « Voici, je vous donne la terre ». En hébreu, c'est très joli.
les ovda ou le shomra, pour la travailler et pour la conserver. Le ou peut être lu comme et, donc on pourrait dire pour la travailler, pour la conserver. C'est-à-dire, c'est en la travaillant qu'on la conserve. Ce qui est un enjeu majeur. Et d'ailleurs, je vous signale que le pape François, juste avant la COP 21 de Paris, avait publié une encyclique qui reprenait cette interprétation de la Genèse, qui est une interprétation dans la tradition juive, mais qui n'était pas l'interprétation classique de l'Église, qui a toujours considéré que le mot n'est pas la travailler pour la conserver, mais la soumettre pour travailler avec et la garder. Autrement dit, la soumettre, ça veut dire on fait ce qu'on veut de la nature. La travailler pour la conserver, ça engage la responsabilité de transmettre aussi cette nature derrière nous. D'une certaine manière, quelle humanité, y compris dans la recherche, on veut transmettre derrière nous? Si on fait des hommes hybrides, si on fabrique des humains hybrides, ce n'est plus l'humanité qu'on doit conserver pour transmettre. C'est autre chose. Et donc, dans la recherche, on a plusieurs problèmes sur lesquels je veux avancer maintenant. Le premier problème, c'est un problème, j'allais presque dire psychologique. C'est en France qu'on a ça. Ça s'appelle, chez les syndicats, les avantages acquis. Très connus, les avantages acquis. Qui peut m'expliquer ce que c'est l'avantage acquis? Et je remercie Virgile pour son coca froid. Voilà. Alors, qui peut m'expliquer ce que c'est les avantages acquis? C'est simple. Je ne vous sens pas très motivé par les avantages acquis. Dans une période faste, on décide de partager les choses d'une certaine façon. Entre le produit du travail, le produit des actionnaires et la recherche-développement. Ok? Je schématise. La période est moins faste. On veut garder ce système parce que c'est un avantage acquis. Un exemple plus concret, vous avez une entreprise qui croule sous les commandes, elle n'arrive même plus à satisfaire. Comme elle n'arrive même plus à satisfaire, elle embauche à tour de bras. Et on veut, dans une période où elle a des problèmes pour remplir ses carnets de commandes, on veut appliquer les mêmes principes qu'on appliquait par le passé. Ça s'appelle l'avantage acquis. Et on ne revient pas sur un avantage acquis. C'est un problème. Dans l'entreprise, chacun me justifiera, les syndicalistes me justifieront que c'est normal, c'est comme ça. Moi, j'estime que ce principe des avantages acquis est dangereux parce que dans la recherche, il interdit l'expérimentation. Pourquoi? Parce qu'on a vu des exemples. Lorsque j'étais membre du comité analytique, c'était une des questions les plus importantes. Des gens venaient nous voir en nous disant, voilà, on voudrait faire cette expérimentation. Nous, on disait, oui, c'est bien, on va essayer. Mais aller dire une fois que ça a été lancé, non, on arrête l'expérimentation, quand elle n'est pas concluante. On a l'impression de faire une régression. Et une perte des avantages acquis, c'est vécu comme une perte. Alors qu'en réalité, c'est une incapacité qu'on a de penser les choses à l'instant où on les met sur la table. C'est exactement ce dont je vous parlais tout à l'heure. La grande différence entre une réponse absolue définitive et un questionnement permanent. Mon rabbin, dont je vous parlais au tout début, dans le Talmud, il désarçonnait ses étudiants parce qu'il ne leur assénait pas une vérité définitive. Il leur disait, on peut dire ça, et on peut dire ça. Finalement, qu'est-ce qui est plus logique, de dire ça ou de dire ça? On ne sait pas. Ce qui est important, c'est l'argumentation, comment on arrive à cette réponse. C'est le questionnement qui amène à la réponse et qui sera différent demain, comme il est différent aujourd'hui par rapport à celui qui est la réponse qu'on avait portée hier. Donc, l'idée première que une expérimentation, on peut l'arrêter, elle est inacceptable en France. Et on a ce problème. En fait, dès qu'on autorise une expérimentation, les chercheurs, la communauté, disons, scientifique, considèrent que c'est validé. Et dans la vie, essayez. Prenez vos enfants. Toute ressemblance avec des cas existants ne serait absolument pas une coïncidence. Vous dites à votre fille, imaginons, c'est un cas théorique, âgée de 13 ans, oui, tu n'as pas école demain, donc tu peux sortir exceptionnellement, soit avec tes copines, jusqu'à 11h, 11h30, l'heure que vous voulez. Elle intègre ça. Allez lui dire le lendemain, quand elle a école, qu'elle ne peut pas, puisque la veille, elle l'a fait.
Quelle différence? Ouais, alors la réponse. Bon, de toute manière, je reste dans mon lit, je suis réveillé, puis mais c'est pas fait pour ça. C'est pas la même chose d'être dans son lit à flâner que d'être avec les copines, à flâner aussi d'ailleurs. Je pense qu'elles farfouillent ensemble à 13 ans, mais bon, papote, ça gigote, ça discute. L'idée, c'est qu'une fois qu'on ouvre un possible, c'est très difficile de se dire on peut pas. Vous voulez que je donne un exemple? Trouvez-moi un exemple. Il y en a un, j'en connais un en tout cas. Le Concorde. Le Concorde, on a dit on va faire Paris-New York en 3h30. On l'a arrêté. On l'a repris quand on a trouvé exactement la panne, le problème qui avait causé la chute du Concorde, le 25 juillet 2000. On l'a fait redémarrer et on l'a arrêté. Et maintenant, on refait comme tout le monde Paris-New York en 7h, 7h30. Donc vous voyez que, alors que, ceci dit, on retravaille maintenant, les avionneurs travaillent sur des nouveaux supersoniques qui pourraient rattraper d'une certaine manière ce qu'on a perdu. Parce que c'est la première fois qu'on va moins vite. Pourquoi? Parce que les risques encourus, et puis surtout, c'était pas un avion américain qui nous ont pourri la vie tant qu'ils ont pu au début de l'exploitation, vous n'avez pas idée à quel point. Un tas de survol, un tas d'atterrissage, c'était un business terrible. Et donc, pour la première fois, on a considéré qu'on allait faire moins bien. Mais sinon, dans tous les autres domaines, c'est impensable. Dès que quelque chose est fait, on estime que c'est faisable. Alors moi, je pense qu'il faudrait réintégrer dans la bioéthique, dans toutes les questions de bioéthique, et en particulier dans les questions de recherche, le principe de l'expérimentation réelle, c'est-à-dire on fait une expérimentation sur un temps donné, puis on étudie les résultats de l'expérimentation, et enfin on décide d'entériner l'expérimentation, de la généraliser, ou on décide d'arrêter. Ce qui est un changement de paradigme. En fait, dans l'homme augmenté dont je vous parlais, il faut accepter notre finitude. Et c'est par exemple sur les questions de fin de vie, une des grandes questions. Tout le monde, vous demandez à n'importe qui, tout le monde est contre l'acharnement thérapeutique. Oui, mais on est contre sur le principe. Alors quand vous avez un proche que vous aimez, qui est là, et qu'on vous dit, bon, on débranche ou pas? Vous avez à peu près, voyez l'image, c'est dans Le Professionnel, avec Belmondo, et le film. Il y a la musique derrière, pam, pam, pam. Il a dans la lunette de visée, et il y a le préfet ou je sais pas qui appelle le ministre. Alors, je le stoppe ou pas? Alors, il dit, je sais pas, moi, faites ce qu'il faut. Non, mais attendez, je le stoppe ou pas? De toute manière, vous avez ma démission. Il lui dit, vous avez ma démission sur votre bureau demain, mais dites-moi ce que je fais. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue, on avance, on stoppe pas? Quelle est notre décision? Eh bien, c'est exactement ça. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est cet homme augmenté qu'on pourrait poursuivre encore, probablement, avec, oui, un acharnement thérapeutique, sans aucune espérance de ramener la personne à la vie, et je rajoute même à une vie cohérente, et pourtant on continue. Mais je vous assure que j'ai vu des gens qui théoriquement disaient mais non, je ne veux pas rester un légume, et qui dans les faits, au moment où ça arrive, à un proche, ou à eux, changent d'opinion. Voilà pourquoi, de mon point de vue, ce qu'on appelle les directives anticipées sont une gentille fumisterie. Pourquoi? Parce que Talmud dit, et c'est très intelligent je trouve, il n'y a pas un homme qui témoigne qui peut légitimement témoigner sur ce qu'il ne connaît pas. C'est simple. J'ai vu des personnes qui ont toujours dit rien, il faut arrêter. Puis quand ça leur arrive, mais bien sûr qu'ils veulent vivre et espérer, attendre, croire encore. Et c'est humain, c'est légitime. Mais quand on a des personnes branchées sur une machine et qu'on débranche la machine et que ça n'arrête pas immédiatement, qu'est-ce qu'on fait? On désaugmente l'homme et on le rend à son humanité et donc à sa finitude, qui fait partie de notre vie. Notre vie a une fin parce qu'elle a un début. Et cette idée que la science peut nous permettre de prolonger autant qu'on veut, ça a quelque chose de l'ordre de la transformation de l'homme en un nouveau divin. Et ça pose question. Je ne dis pas qu'il faut rien faire. On pose la question, de quel droit l'homme ose s'en prendre à ce que Dieu fait? Quelqu'un tombe malade, comment un médecin
vient et dit je vais vous soigner. Ça rime à quoi? On s'oppose à la volonté de Dieu. Mais non. Dieu instille des désordres dans le monde pour que les hommes, nous, les hommes et les femmes qui œuvrent dans le monde médical, réparent ce qu'on appelle tikkun olam, la réparation du monde, réparent le monde. Réparant le monde, nous participons à la création et à l'élaboration du monde. Nous ne sommes pas que des consommateurs de ce que Dieu nous donne. Par exemple, l'exemple typique, c'est que dans tous les cultes qui consomment du vin, vous savez, l'islam, mais dans le judaïsme et dans le christianisme, il y a une bénédiction particulière apportée à la vigne, aux fruits de la vigne. Pourquoi? Vous avez déjà posé la question? La vigne et le pain. C'est-à-dire le vin et le pain. Pourquoi? Monsieur qui est au fond, par exemple. Tout au fond. Virgile, pourquoi le vin, il a un truc particulier? Le vin et le coca. Il est en train de faire des mots croisés là-haut. Hein? Le pain, c'est l'élévation de l'âme, non? Oh là, c'est trop théorique pour moi, ça. Oui, c'est mignon, mais c'est vrai. Regardez. C'est un élément de base. Ah, c'est intéressant, c'est un élément de base, mais les carottes, elles poussent comme ça, dans la terre. Et c'est deux choses qui se transforment. Bravo. Les carottes, les radis, les endives, tout ce que j'aime. Ça pousse. Vous prenez l'endive, vous prenez la carotte, vous la lavez un peu, vous la râpez, évidemment, vous la mangez. À la limite, si vous êtes futé, vous l'accommodez avec un peu, alors prenez des notes. Pour 5 personnes, vous prenez des carottes, vous les coupez en rondelles, oui, mais alors, la carotte, c'est la carotte. Le raisin, c'est un fruit qu'on prend, qu'on presse, on élabore, on ne le consomme pas immédiatement, je ne parle pas du jus de raisin, je parle du vin. Il y a une fermentation, donc il y a aussi le fait de lever. Et parfois, dans le champagne, il y a une double fermentation, donc un travail incroyable. Et on a un nouveau produit, complètement nouveau. Alors, si Dieu voulait nous donner du vin, il aurait fait des rivières de Bourgogne, des rivières de Bordeaux, et on se serait abreuvé, mais c'est comme ça. C'est pas ce que Dieu fait. Il nous donne du raisin, et le génie humain s'applique à ce produit pour en faire un autre. Même chose pour le pain. Le pain, il lève, mais il y a un travail. Et d'ailleurs, la prière que le prêtre récite au moment de consommer l'hostie, au moment de l'Eucharistie, c'est « Béni sois-tu Seigneur, qui a béni le produit, Dieu et son produit et le travail des hommes. » Les prêtres disent ça. Oui, je fais du benchmark, j'étudie la concurrence un peu pour voir ce qu'ils disent. Alors, pourquoi? Parce que l'homme pourrait avoir un orgueil incroyable de fabriquer un produit. Alors, le pain, c'est encore plus fort, plus évident. Il y a un du blé, il faut le cueillir, il faut le tamiser, il faut d'abord enlever toutes les peaux de la graine, il faut laisser sécher, il faut écraser, créer de la farine. Une fois qu'on a fait la farine, c'est pas fini. Vous prenez la farine, vous la faites lever, vous faites de la pâte, vous la pétrissez, puis vous laissez lever avec du levain dedans, puis vous cuisez. Tout ça, c'est un truc hyper élaboré. Et donc, au moment où l'homme pourra avoir l'orgueil de se dire c'est moi qui fais ça, il doit rappeler que c'est Dieu qui lui donne. Donc, il ne s'agit pas de nier le fait qu'on transforme la nature. Il ne s'agit pas de... C'est pour ça que c'est très important que ce mouvement, il y a un mouvement écolo, heureusement, il est plutôt rare en France, mais il existe au Brésil, dans certains endroits dans le monde, aux États-Unis, on a tout aux États-Unis, veulent éliminer l'homme de toute transformation de la nature. Mais non, c'est notre vocation de travailler la terre pour la conserver. Donc, de transformer les choses aussi. Et quand on rend un homme à son humanité, c'est-à-dire qu'on laisse sa fin s'accomplir, on n'a pas abdiqué pour autant de le soigner et de faire tout ce qu'on pouvait avant. Mais il y a un moment où c'est vouloir avoir l'orgueil de penser qu'on va le prolonger indéfiniment. Il faudrait que je demande à des médecins, je vais poser la question, mais quelqu'un qui ne peut plus respirer, avec une machine, il peut respirer très longtemps. Une machine, donc c'est un choix à un moment. Dire, qu'est-ce que ça amène? En fait, ce retour à l'humanité, c'est, je crois, le cœur de la question appliquée à la bioéthique et à la recherche. C'est le cas, par exemple, on en parlait la dernière fois, le cas des greffes. Finalement, quand on greffe un membre à quelqu'un, ou un élément, pourquoi ne pas lui greffer un top du top et faire l'homme qui valait 3 milliards?
Parce qu'on doit essayer de faire à l'identique de ce qu'il est. Et que, oui, un cœur est un cœur, mais un cœur d'un jeune n'est pas le même qu'un cœur de quelqu'un qui est beaucoup plus âgé. Et mieux, l'idée c'est de compenser et pas, oui, compenser et pas de transformer radicalement. C'est l'enjeu, par exemple, toutes les questions que je vois sur les organes qu'on met. Alors moi, j'ai souvenir d'un jeune soldat qui avait eu une grenade qui lui a explosé dans les mains. Donc on lui a... il avait 2 moignons, c'est terrible. Donc avec les nouveaux outillages qu'on propose, on peut faire des fonctions très ressemblantes et vraiment incroyablement précises de ce que sont les mains. Mais si on voulait lui greffer autre chose, après tout, ça peut être pratique. Qu'est-ce qui nous limite? Qu'est-ce qui nous en empêche? Ce qui nous en empêche, c'est que ce qu'on doit faire, la limite éthique à la recherche, c'est de ne pas construire une nouvelle humanité. C'est d'aider, de compenser les manques physiques, c'est le même principe sur le handicap, de compenser les manques physiques et de ne pas essayer de upgrader l'humanité. Alors vous allez me dire, mais pour la recherche, alors c'est simple, tout ce qui est nouveau, les nouvelles voies, on n'a pas le droit de les ouvrir. Mais non, c'est pas ça. Non seulement on a le droit, on a le devoir de les ouvrir, mais sans considérer que tout ce qu'on va trouver doit être utilisable. Et c'est quelque chose de très difficile de se limiter. C'est probablement la chose la plus complexe qui nous était donnée de voir, c'est comment quelqu'un à un moment ferme une voie en disant c'est trop dangereux. C'est par exemple les hésitations éthiques qui ont pu animer ceux qui travaillaient sur le projet Manhattan, par exemple, le projet de la bombe atomique. L'atome amène des choses extraordinaires, l'énergie, beaucoup de choses, mais les dérives meurtrières de l'atome sont telles qu'il faut se poser la question. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire. En tant que militaire, moi j'étais pour la dissuasion nucléaire. Mais ne pas se poser de questions devient dangereux. Si vous voulez, le principe, c'est que tout système où on ne se pose pas de questions est un système dangereux. Vous allez me dire, oui, mais alors, on ne fait plus rien si on se pose sans arrêt des questions, on n'avance plus. Et on restera dans une situation qu'on connaît pour ne pas avoir à se poser de nouvelles questions. Non. Parce que en nous posant des questions, en réfléchissant ensemble, on ouvre toujours de nouveaux possibles. C'est le principe du maître du Talmud dont je parlais. Ce rabbin, quand il prouve que ce qui était permis est interdit, ce qui était interdit était permis, quand il le fait, il montre que l'essentiel, c'est le débat autour des choses. Le Talmud dit la même chose, mais un peu différemment, ailleurs, avec 2 rabbins. Je crois que je vous en ai parlé la dernière fois. Parce que ça, c'est essentiel. Ces 2 rabbins qui n'étaient jamais d'accord, jamais, l'un permettait, l'autre interdisait, etc. Il y a une voix qui sort du ciel et qui dit la parole de l'un et la parole de l'autre sont la parole du Dieu vivant. C'est-à-dire que c'est le débat qui crée une possibilité d'avancer. Comment s'avance le débat? C'est pas compliqué. Il y a une partie de nos vérités qu'il faut accepter d'éliminer. Et dans la recherche, notamment dans les questions de bioéthique, il faut être capable en permanence d'interroger la société sur ce qu'elle accepte, ce qu'elle n'accepte pas, d'interroger dans une grande pluridisciplinarité, d'interroger des gens qui pensent ensemble, parfois déconnectés de la réalité de l'exercice, mais qui viennent nourrir ceux qui sont dans l'exercice. Parce qu'on ne peut pas demander seulement aux praticiens de réfléchir sur leur pratique. Parce que leur pratique, quels que soient les chercheurs et quel que soit le domaine, leurs pratiques, ils les font au nom de l'ensemble de la société. D'où le fait qu'au comité national d'éthique, vous ayez des philosophes, des médecins, des professeurs, des chercheurs, mais des philosophes, des religieux, des gens qui ne sont pas dans le domaine précis, et qui peuvent amener aussi leur humanité dans cette réflexion. Voilà en gros ce que je voulais poser avant d'ouvrir un temps de débat sur des cas concrets, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, ce soir j'ai vérifié, il n'y a pas de match, il n'y a rien, donc on se donne, un petit moment, le moment qu'il faut. Alors, Virgile, il a son micro. Il arrive. Quelle différence faites-vous entre
bioéthique et les principes de précaution dont on parle beaucoup et qui vont beaucoup limiter la recherche dont vous parlez, enfin, tout maintenant est basé sur les principes de précaution. C'est une question formidable parce que c'est pas la même chose. Un principe de précaution qui, de manière étonnante, figure dans la loi, même mieux dans la Constitution. C'est un truc étonnant. En gros, c'est l'inverse de ce que dit le Talmud. Je vais essayer de vous le démontrer. Parce que le principe de précaution, c'est naturel. Chacun doit faire attention. Y compris à ce qui peut arriver. Mais si on n'invente pas des choses nouvelles, on va régresser. C'est pas pensable. Personne ne peut connaître parfaitement tout ce qui va arriver. Que le bonhomme qui invente le téléphone, il ne sait pas qu'un jour on aura un iPhone et on sera collé à ce machin en permanence. S'il le savait, surtout si ses enfants étaient collés à ça en permanence, peut-être qu'il n'aurait pas inventé le téléphone, M. Bell. Et ainsi de suite. Chaque invention a toujours un côté négatif. Toujours. Donc le principe de précaution est une immense inhibition généralisée appliquée à la société. En fait, c'est créer la suspicion sur toute innovation. Ça, c'est impensable. Pourquoi ? Parce que le Talmud dit cette phrase magnifique: aime ce qui est en devenir et déteste ce qui est béni. C'est dans le traité Kala Rabati, page 53a. Aime ce qui est en devenir. Ce qui est potentiel. Aime le potentiel. C'est la recherche. Et déteste ce qui est béni, c'est-à-dire ce qui est fini, ce qu'on connaît. Et c'est vrai que c'est plus rassurant de refaire ce qu'on connaît. Toute innovation est inquiétante. Mais le principe de précaution, c'est pas ça. Le principe de précaution dit, puisque je sais pas, je fais pas. Mais si tu inventes pas des choses nouvelles, tu ne fais que reproduire ce que les autres, et donc tu n'es qu'un consommateur de ce que les autres ont produit pour toi. Et toi, tu produis rien pour les autres. Alors, il y a une histoire magnifique, qui, à mon sens, l'illustration parfaite des risques, des dérives surtout, du principe de précaution appliqué sans discernement. C'est quelqu'un qui marche et qui voit un homme en train de planter un arbre. Il vient le voir et dit: qu'est-ce que tu fais? Je plante un caroubier. Je dis: t'es un imbécile. T'es un imbécile parce que le caroubier met 70 ans avant de donner des fruits. Donc tu verras pas les fruits de ton arbre. Il lui répond que tu sais pas, tu as probablement raison, mais moi je mange des caroubes d'un arbre que mon grand-père a planté. Moi ce que je fais, c'est que je plante un arbre pour mes petits-enfants. C'est ça. La recherche, c'est vrai qu'on voit pas parfois l'utilité de quelque chose, et des grandes découvertes arrivent parfois presque par erreur, par hasard en tout cas. Puisque je suis rabbin, je pourrais vous dire, comme je sais plus qui, que le hasard, ce sont les vêtements discrets que revêt Dieu lorsqu'il veut rentrer en cachette dans l'histoire des hommes. Ou alors je vous dis, si on ne va pas chercher, se confronter aux limites de notre savoir, on ne peut rien inventer. Et n'inventant rien, produit rien pour les générations futures. Donc oui, vous avez raison, ce principe de précaution, appliqué sans discernement, me semble dangereux. En tout cas, c'est pas ça. La bioéthique, c'est réfléchir, les questions éthiques, si vous voulez, sur tout ce qui touche l'humain, me semble être un questionnement permanent. En fait, le principe de précaution, il est surtout venu de la judiciarisation toujours croissante de la société, un peu selon le style américain, où en face de chambre publique, vous avez un cabinet d'avocats ou 40 cabinets d'avocats. Je pense qu'il y a aussi ça, si vous voulez, qui fait que on l'applique comme ça et puis on l'a créé en fait, parce que ça n'existait pas. Oui. Oui. Et vous avez tellement raison que nous, par exemple, dans les forces armées, on se balade maintenant sur tous les dates d'opération avec ce qu'on appelle un LEGAD. Legal Advisor. C'est en général un commissaire. Un commissaire chez nous dans l'armée, c'est quelqu'un qui s'occupe du droit à plein de choses. Donc un ou une commissaire qui nous dit est-ce que là on peut taper ou pas, en fonction du droit de la guerre, du droit local, du droit de l'opération, du droit français. Bref, dans le maquis incroyable des droits qui se
surajoute sur un conflit, il va nous dire là tu peux pas. Dans ces conditions tu peux, dans ces conditions tu peux pas. C'est bien qu'il y a une hyper judiciarisation de l'ensemble de la société. Vous allez boire un café au Starbucks du coin, le café est un peu chaud, vous brûlez, vous faites un procès. Et en Amérique, vous devenez millionnaire. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que cette peur panique. Donc, en fait, on voudrait tout savoir par avance. Ce n'est pas possible. Le risque zéro n'est pas possible. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, dans les armées, quand on parlait des opérations zéro mort, c'était zéro mort pour nous, pas zéro mort en face. Donc, en fait, il n'y a jamais un process humain sans risque. Et on voudrait empêcher le risque. C'est impossible. Par exemple, très important. Vous avez un accident de voiture. Avant, vous baissiez la tête, vous avez votre assureur, vous dites c'était pas ma faute. Machin. Maintenant, vous arrivez au garage, vous hurlez contre la voiture qui va trop vite, ou on vous a pas indiqué que c'était dangereux de rouler à 250, bien sûr. Et vous attaquez le garage ou le fabricant parce qu'il n'a pas limité la vitesse de la voiture, et vous avez des chances de gagner. Tout, c'est une loterie. Je ne sais pas s'il y a un magistrat ici ou des avocats, enfin, c'est une grosse loterie, ces histoires. Donc, on voit bien que la seule solution pour ne pas avoir ce genre de choses, c'est ce que c'est d'interdire les voitures. S'il n'y a plus de voitures, il n'y a plus d'accident de voiture. Donc, vous voyez bien que chaque fois qu'on veut un risque zéro, il faut enlever, y compris les bienfaits apportés par une innovation. Et ce n'est pas possible. Il n'y a plus de société qui progresse. Donc le principe de précaution a inhibé tous les chercheurs et empêche beaucoup de choses. Mais vous avez raison, ça vient de l'obsession juridique qui est plutôt anglo-saxonne et qui est arrivée chez nous. Oui, mais là, il y a un problème qui se pose qui est en dehors du domaine médical. Et avec les voitures sans conducteur qui génèrent un accident, si vous voulez, c'est pas pour ça qu'actuellement le principe de précaution agit et qu'en fait on interdit les véhicules, en tout cas la recherche sur les véhicules dits autonomes et qui n'ont pas besoin de conducteur. Oui, mais on voit les risques, on voit les histoires que ça fait quand il y en a une qui a un accident parce que quelqu'un d'autre lui fait un accident. De toute manière, toutes les découvertes appellent une nouvelle façon de voir le monde. Et c'est ça qui est difficile à accepter. Parce qu'on a cette pulsion de vivre dans l'ancien monde, celui qu'on connaît. Relisez Stefan Zweig et vous verrez. Le monde d'hier s'appelle. Et le problème devrait se poser avec les robots, puisque l'Europe va leur donner la personnalité juridique. Donc une forme aussi de responsabilité éventuelle dans un dysfonctionnement qui pourrait engendrer. Je ne sais pas comment on peut responsabiliser un robot, mais disons, globalement, nous, on a eu la question dans les armées. On a je fais partie d'un comité qui s'appelle l'éthique de l'armement. On a maintenant, par exemple, des mitrailleuses qui tirent dès qu'elles détectent quelque chose. Et elles peuvent screener entre un petit animal et un homme. Mais entre un cheval et un homme, elles ont du mal. Un âne, un homme. Donc, le brave gars paysan qui a son âne qui est dans le coin et qui rentre dans une zone couverte par une mitrailleuse en batterie et qui est activé par un faisceau, machin, un truc, je peux vous dire, allez lui expliquer que c'est le robot qui doit les punir, il appréciera moyennement. Et je comprends, mais ce sont des nouvelles questions. Vous avez un drone qui vous tombe sur la tête, ça vous fait rigoler là, mais ça va arriver. Un drone vous tombe sur la tête et vous fracasse la tête. Il vous fait mal, il vous blesse, voire pire. Qu'est-ce qu'on fait? Qui on attaque? Le drone, il est déjà par terre. Qu'est-ce qu'on va faire? Le fabricant du drone, l'utilisateur du drone. Mais lui, il peut rien. Il a un appareil qu'il a acheté avec. Voilà. Mais je rigole pas, hein, parce que la question s'est déjà posée pour les drones, mais elle s'est posée pour les avions. Vous avez un accident d'avion. C'est arrivé en France. Chacun va incriminer. L'un va vouloir incriminer la compagnie aérienne. Quand vous avez une compagnie pourrie, enfin un truc, une compagnie qui a affrété un avion, c'est pas l'avion, c'est pas le truc, c'est plus simple de se retourner, je sais pas, contre Air France que contre Flash Airways. Et puis, c'est plus simple de se retourner contre le fabricant de l'avion, parce qu'il y a quand même plus d'argent chez Boeing que chez Flash Airways en question. Donc,
vous allez expliquer, justifier que c'est le principe de faire voler un truc c'est dangereux, il tombe est bien fait pour vous. En même temps, on a oublié qu'on a volé des centaines de fois, des milliers de fois, que c'est le moyen de transport le plus sûr, et que on peut pas revenir à un âge où une époque où il n'y a plus de progrès. Donc, le fait qu'on tombe dans une société où la moindre erreur est attaquée en justice ne doit pas empêcher les innovations. Et je pense que le principe de précaution interdit d'ouvrir de nouveaux possibles. Formidable, il n'y a plus de questions. Vous voulez rentrer tôt, quoi. Ouais. Ça me va, moi. Je voulais connaître, j'ai pas lu votre bouquin sur l'homme augmenté. Pardon. Désolé. Mais je voulais connaître votre position, la position du judaïsme sur les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, le transhumanisme. C'est la question suivante, c'est la phase suivante. Transhumanisme, c'est vouloir changer l'humanité. Que les exemples simples. Si on est pour aucun progrès, ce que je ne suis pas, que peu de gens sont, mais quand même, pourquoi avoir une machine à laver? À l'époque de la mère Denis, c'était quand même bien. Alors les jeunes ne savent pas qui est la mère Denis maintenant, donc vous, mesdemoiselles, là, laissez tomber. Mais nous, notre âge, on avait la mère Denis. Elle faisait la lessive avec son lavoir et c'était bien. Bon, on a mis des machines à laver. C'est idiot. Mais le linge, c'est pas la même chose quand il est aéré dans l'air. Tu bagueneaux dans les pâturages. Ça, c'était pas la mère Denis. Ouais, tu belle des champs. Ça, c'est pas enregistré, j'espère. Non, 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 non. Tu bagues. Oui, c'est mignon, c'est beau. Ça a changé. Est-ce que vraiment il faut vivre l'esclavage de se taper la vaisselle? Rappelez-vous qu'il y avait plein de monde, il faut faire la vaisselle. Mais on met dans la vaisselle et ça tourne tout seul. Donc, la robotisation de certaines tâches, y compris dans la fabrication, est évidente, on n'est pas idiot. Transhumanisme, c'est autre chose. C'est vouloir fabriquer un nouvel homme qui est plus la continuité, qui est pratiquement un saut qualitatif. C'est autre chose. Et vous allez dire, vous êtes passé de l'intelligence artificielle qui est autonome. De toute manière, on est déjà dans cette ère où on a des machines auto-apprenantes. Ceux qui ont vu le film Wargame, c'est ça. Il apprend, puis il comprend qu'il n'y a pas de solution. Donc les machines auto-apprenantes, on est déjà dans ce monde. Maintenant, qu'on ajoute à l'homme une machine pour en faire autre chose, une chimère d'une certaine manière, homme-machine, ça c'est quelque chose qui nous fait qui fait bondir. Et là on sort de la bioéthique parce que c'est vraiment autre chose. C'est une question quasiment c'est vraiment se prendre pour Dieu, c'est créer autre chose, une autre forme de vie. Là je suis très dubitatif. Le judaïsme, donc religion, pensez. Il y a un bouquin formidable de Luc Ferry sur. Ouais, il y a peut-être 1 an et demi, il a publié ça. C'est extraordinaire. Il condamne le transhumanisme, mais il dit que ça fait rêver, au sens que brusquement, on pourrait faire des choses, comprendre des choses différentes. Il y a un film qui m'a marqué, mais qui est intéressant sur le principe. Ça s'appelle Limitless. C'est un bonhomme, plutôt lambda, plutôt lambe que lambda, un brave mouton, complètement perdu. Et il a son ex-beau-frère, un truc comme ça, qui à un moment le voit perdu, lui demande de faire un truc, qui lui donne une petite pilule qui lui permet de passer au-delà de ce que notre cerveau produit. Notre cerveau est utilisé en gros à 10% de ses capacités. Et il donne cette pilule qui lui permet même pas d'aller à fond, d'aller beaucoup plus loin que ce que le cerveau habituel fait. Finalement, c'est un film, mais c'est un rêve que beaucoup voudraient atteindre, c'est-à-dire donner le plein potentiel humain. Donc, avant d'aller chercher des robots, des trucs, est-ce qu'on utilise clairement, totalement, notre potentiel, y compris notre potentiel humain, c'est-à-dire notre cœur, notre empathie, notre présence aux autres? Parce que, par exemple, on dit quelqu'un qui est handicapé,
Il faut absolument trouver, avec une forme de transhumanisme, comment pallier ça. Mais il faut pallier quoi? Notre manque d'empathie envers lui. Parce que si on mettait tout pour qu'il puisse avancer, se déplacer convenablement dans la société, il n'y aurait pas besoin de réfléchir à d'autres systèmes. Donc c'est bien notre manque d'empathie qu'on compense par une volonté technologique. Autrement dit, on veut technologiser notre manque d'humanité. C'est pas la bonne réponse, me semble-t-il. Bon, ben, c'est formidable, il n'y a pas de questions. Sûr, pas de questions. Alors, on avait convenu que la dernière séance, c'est-à-dire aujourd'hui, on ouvre le questionnement à tout ce qui pourrait naviguer autour des 3 thèmes qu'on a traités et qui n'avait pas été abordé, notamment la fin de vie. Alors, on y va. Pas de questions non plus? C'est formidable. Alors, j'ai un tout petit mot, parce que je m'étais engagé à le faire cette séance, sur la fin de vie. Je vous expliquais ce qu'on a défini dans sur les directives anticipées. 2, je vais vous raconter une histoire du Talmud que Jean Leonetti reprend à son compte chaque fois, qui me touche beaucoup. C'est la servante d'un grand maître dans le Talmud qui voit son maître en agonie, il agonise de la fin. Le Talmud dit que les anges dans le ciel prient pour qu'ils viennent à eux au ciel. Et ses élèves prient pour qu'ils restent avec eux. Et les prières des uns annulent les prières des autres. La servante, qui est probablement la plus intelligente de tous, prend une cruche, fracasse la cruche par terre. Ça fait sursauter les élèves un instant, ils arrêtent de prier, et les prières du ciel l'emportent, et le rabbin peut mourir tranquillement. Voilà typiquement comment le Talmud, avec une petite histoire, nous explique le principe du non-acharnement prière-tique ou thérapeutique. Savoir qu'à un moment, il y a quelque chose de l'ordre de la volonté de ceux qui sont là de maîtriser, de dominer les choses, alors qu'il y a un moment où la personne doit finir sa vie. Et l'enjeu aujourd'hui ne devrait jamais être cette lutte-là, mais l'enjeu devrait être la qualité de l'accompagnement. On avait parlé, quand on avait parlé de la loi de 2002 sur la fin de vie, sur les soins palliatifs dont je vous avais parlé, que je préfère appeler soins d'accompagnement. Mais c'est parce qu'on n'arrive pas à produire de l'humanité dans ces situations, encore une fois, qu'on se rabat sur la technologie pour prétendre pousser les choses jusqu'au bout. Je pense que ceux qui sont dans cette situation préfèrent être entourés, portés par une humanité débordante, et là il faut vraiment rendre hommage au personnel de ces services, plutôt que d'être prisonnier d'une machine déshumanisée à outrance. Et c'est cette logique-là que on peut porter sur les questions de fin de vie. Ce qui me donne l'occasion de conclure, on est dans les temps là, et conclure sur ce principe. La limite que je vous ai proposée, c'est la chimère. C'est-à-dire que on a ce risque permanent de changer de monde, de changer d'humanité. Et notre difficulté, c'est d'améliorer l'humanité, oui, d'améliorer, de permettre de compenser ce qu'on ne sait pas faire, ce qu'on n'aime pas faire, sans changer d'humanité, changer le monde. Comment ça se fait? Eh bien, c'est ce qu'on a entendu récemment, partout. Pour être certain que rien ne change, il faut tout changer. Il faut reposer les questions, retravailler nos pratiques, c'est-à-dire questionner même les choses qui nous paraissent évidentes. La pire des phrases qu'on pourrait entendre dans la recherche, c'est « je fais cela sans état d'âme ». C'est quelque chose de terrible que vous pouvez entendre dans tous les domaines d'ailleurs. Un soldat pourrait dire « je fais ça sans état d'âme », ça devient dangereux. C'est comme si on débranchait notre capacité à interroger ce qu'on est en train de faire. C'est terrible. Donc, remettre du questionnement, remettre cette pratique du questionnement dans les études médicales et scientifiques. Et finalement, on arrive à ce que disait Descartes très justement, dans sa logique imparable. Dubito ergo cogito.
je doute, donc je pense. Cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Sum ergo Deus est, je suis, donc Dieu existe. En résumé, dubito ergo Deus est, je doute, donc Dieu existe. Et si on a la foi en Dieu, ce qu'on n'est pas obligé d'avoir, on peut certainement avoir au moins la confiance en l'homme. Et je pense que c'est du doute que naît une humanité, du doute permanent, du questionnement, que naît une humanité qui donne sa place à chacun et qui n'écrase pas l'humain sous prétexte que ça amène à autre chose de mieux. Parce que regardez dans l'histoire de l'humanité, ce sont toujours les systèmes qui ont asséné des vérités absolues qui ont été les plus mortifères pour l'humanité, toujours. Ça pose question. Donc, voilà, gardez cela dans votre pratique, même si vous n'êtes pas chercheur dans ces domaines. Je crois que se poser des questions sur ce qu'on fait, interroger en permanence ce qu'on fait, et finalement donner sens au verset ultime de l'Exode qui dit « Interroge ton père, il te racontera, tes anciens, ils te diront ». C'est pas une façon de retourner en arrière en disant « avant c'était mieux », sûrement pas. C'est une façon toujours de voir comment ceux qui nous ont transmis les valeurs qui fondent notre société réagiraient à ce qu'on est en train de faire. C'est comme s'il y avait un dialogue permanent entre les anciens et les modernes que nous sommes, pour dire est-ce que quand vous avez tout transformé, vous avez gardé l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'humanité. Voilà ce qu'on pouvait partager. Est-ce que c'est pas, en dehors même de la recherche, est-ce que c'est pas aussi une façon d'être dans la vie? Parce que de toutes les façons, dans son quotidien, il faut toujours remettre en question, bon d'accord, ça je sais faire, bon maintenant, so what, qu'est-ce qu'il y a à la suite? Est-ce que ça rejoint ça? Oui. Oui, et c'est le problème. C'est qu'au quotidien, quelqu'un qui se pose sans arrêt des questions, c'est saoulant. Non mais, il faut l'envoyer chez le psy. C'est vrai, ça fatigue. Mais en même temps, quand vous avez la responsabilité d'un groupe humain, y compris quand c'est un groupe humain réduit, une famille, vous devez vous poser des questions. Alors c'est difficile, hein, je ne dis pas que c'est facile. Vous avez un enfant qui ne veut pas manger. La réaction logique, c'est quand tu auras faim, tu viendras manger. Oui, mais il peut y avoir des dérives graves. Et si on ne s'est pas interrogé à temps, on a installé quelque chose qui est de l'ordre après de l'établi sur lequel c'est difficile de revenir. Se poser des questions, c'est un état d'esprit. Mais il faut faire en sorte que ce questionnement ne soit pas un empêchement, une interdiction de l'action, la mise en marche de l'action. Ce que je veux dire, c'est pas seulement le questionnement, c'est la capacité de remise en question. Oui, c'est mon rabbin du début. Voilà, c'est ça. Je vous ai raconté mon histoire du vieux rabbin de Varsovie. J'adorerais finir avec ça. Donc il n'y a pas d'autres questions? Parfait. Mon vieux rabbin de Varsovie. C'est l'histoire la plus merveilleuse qui soit. Elle est racontée dans l'introduction du livre de Buber et pour les pros dans un bouquin de Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, Jean d'Ormesson, ça doit être sa 23e. C'est le Charles Aznavour de l'Académie. J'adore, il est formidable. Et Jean d'Ormesson, il en est à ses 33e adieux. Et donc, en général, il y a des bouquins en ce moment, tout ce que j'ai pas eu le temps de dire. Puis tout ce que j'ai presque fini de vous dire avant de ne pas avoir le temps de vous le dire. Puis ce que je dirai quand je verrai. Puis, voilà. Dans un de ces bouquins, il raconte cette histoire. Il le transforme un peu. Moi, je l'aime bien comme ça. C'est un vieux rabbin à Varsovie qui va mourir. Okay. Et quand il va mourir, il réunit autour de lui tous ses élèves. Et il leur dit, mes élèves, avant de quitter ce monde, je vais vous délivrer la quintessence de mon enseignement. La vie est une flèche. Alors les élèves sortent en larmes. C'est tellement fort ce qu'il nous a dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors ils réfléchissent. La vie est une flèche, c'est-à-dire que la vie est une projection de nous. Mais une fois qu'on a mis de l'élan, la flèche est victime du vent, des aléas, des obstacles. C'est la vie, elle est comme ça. On peut paramétrer les choses et en même temps après on se fracasse sur la réalité. Ils essayent la valeur numérique du mot flèche moins la valeur numérique du mot vie. Et ils réfléchissent ce que ça veut dire. Ils cherchent. Ça discute dans les trains entre Varsovie et Gdansk, dans les bateaux entre Gdansk et Hambourg, dans les bateaux entre Hambourg et Le Havre, et dans les bateaux entre Le Havre et New York. 3 mois après, ça arrive chez le grand rabbi de New York,
Akhandi Rabbi, le vieux rabbi de Varsovie, a dit que la vie est une flèche. On dit, ah bon? Il s'enferme 2 semaines, il sort que pour le Shabbat, dans une pièce immense dans laquelle il a tous les livres possibles. Il étudie la Bible, évidemment, le Talmud, la Kabbale, les commentaires de la Kabbale, les commentaires des commentaires des commentaires de la Kabbale, c'est vous dire. Il sort au bout de 15 jours, il leur dit, mes élèves, ma conclusion est absolue, la vie n'est pas une flèche. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que finalement, comme les militaires, nous, l'armée de terre, nous avions, on a encore, un missile qu'on appelle un missile Milan. C'est un missile que vous tirez, mais qui est philo-guidé. Vous tirez le missile, mais vous pouvez le guider avec un fil. Ça peut tirer à 3 km, ça tire. C'est un truc qu'on tire à dos d'homme, et ça tape un char, un véhicule. Donc la vie n'est pas une flèche, c'est peut-être ça. On continue malgré tout à guider la flèche. Ils cherchent la valeur numérique du mot flèche, moins vie, plus vie. Ils cherchent, ça discute dans les bateaux entre New York et Le Havre, dans les bateaux entre Le Havre et Hambourg, dans les bateaux entre Hambourg et Gdansk, et même dans les trains entre Gdansk et Varsovie. On arrive 6 mois après, devant le lit d'agonie du vieux rabbi, qui est vraiment un dernier souffle. Et alors, ces élèves se posent une question métaphysique, que vous imaginez. Est-ce qu'on lui dit qu'il s'est trompé toute sa vie? Ou est-ce qu'on le laisse aller dans le monde de vérité avec ses illusions, et puis il sera bien temps de savoir? Il décide ce qu'il faut lui dire, parce qu'il va rencontrer le monde de vérité, et on ne peut pas lui dire ça. Au moins, peut-être que le dernier instant de sa vie, il pense bien. Et son élève le plus ancien, les larmes aux yeux, lui dit, Rabbi, on a demandé au grand rabbi de New York, et lui, il a répondu que la vie n'est pas une flèche. Et dans son ultime souffle, le vieux rabbi de Varsovie dit, on peut dire aussi. Donc vous voyez, une vérité se questionne toujours. Parce que les données du monde ne sont pas les mêmes d'un instant à l'autre. Les données de notre vie ne sont pas les mêmes d'un instant à l'autre. Et que finalement, nos vérités, elles sont vérités tant qu'on veut qu'elles soient vérités. Et si on questionne différemment, si on réfléchit différemment, on peut penser que ce qui était permis est interdit et ce qui était interdit était permis. Bref, comme Rabbi Akiba, on peut dire aussi. Donc en fait, les questions de bioéthique, c'est toujours un questionnement permanent. Et la vie induit un questionnement permanent. Voilà. Et bonne fin de journée.